Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des top d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Alors, OVH, on va parler d'OVH en date d'aujourd'hui. Et c'est une proposition ici d'un abonné Top Premium. Je rappelle que pour le mois de janvier, vous avez 25% de réduction sur l'ensemble des services de Top Invest pour les 25 premières personnes, dépendamment du service, d'accord? C'est en description, le lien en description de la vidéo. Alors, OVH ici, c'est une proposition d'un abonné Top Premium. J'ai appris également que, enfin, dans sa demande, il mentionne également que OVH a fait une OPRA, donc une offre publique de rachat d'actions à 9 euros. Donc ici, OVH ici propose, pour ceux qui vont choisir d'apporter leurs actions ici, propose de vous racheter vos actions à 9 euros. Premier élément. Quand une entreprise décide de racheter ses actions, posez-vous toute la question de savoir comment est-ce qu'elle finance, enfin, est-ce que les actions sont sous-évaluées? Première question. Deuxièmement, comment est-ce qu'elle finance ce rachat d'actions-là? Est-ce qu'elle va financer le rachat d'actions avec en utilisant le cash qu'elle a présentement dans le bilan, en utilisant le free cash flow, ou bien en levant de la dette? Ou bien également, elle peut vendre un segment d'activité. Mais bon, ça revient en même temps dire ici que c'est retiré du cash qu'on a présentement dans le bilan ici. OK? Ce sont les questions que vous devez vous poser. Dans le cadre d'OVH, c'est une enfin, c'est un rachat d'actions. C'est OPRA, c'est un terme que vous utilisez souvent. Moi, je préfère dire c'est un rachat d'actions ici, financé par de la dette. OK. Quand on regarde OVH, c'est quel type d'entreprise qu'on a face à nous? Est-ce que nous avons une entreprise en croissance, en croissance rapide, enfin, je ne sais pas croissance rapide, mais est-ce que c'est une compagnie, est-ce que c'est une entité mature ou bien en croissance? Ou bien c'est une entreprise ici en décroissance? On va le dire comme ça. Pour moi, OVH reste une compagnie en croissance. Maintenant, quand on parle de croissance, taille du marché, qu'est-ce qu'elle fait, quelles sont les marges bénéficiaires attendues, etc. Donc, faisons d'abord le tour d'horizon. Croissance des revenus parce que son année fiscale est terminée. Croissance des revenus, c'est intéressant. Quand on regarde à peu près ici, sur la croissance des revenus est de moins en moins élevée. Et là, il faut faire attention. Ce qui veut dire, ici, la question qu'il faut se poser, c'est pourquoi est-ce que la croissance est de moins en moins élevée? Et déjà, qu'est-ce qui drive cette croissance-là? Est-ce que c'est parce qu'on ouvre de plus en plus ici de data centers, ou bien les clients ont le marché de plus en plus saturé? Je n'en sais rien. Moi, je pose des questions en regardant uniquement d'abord les chiffres, et ensuite, si l'entreprise m'intéresse au niveau des chiffres, j'irai regarder au niveau de la partie qualitative, la partie explicative ici, d'accord? Donc, comme j'ai dit toujours, l'analyse quantitative présente les chiffres. Ça vous permet également de poser certaines questions et les réponses se trouvent essentiellement dans les rapports financiers. Donc, la croissance ralentit. Certes, la croissance ralentit ici, mais ça ne veut pas dire que aujourd'hui, on a 10% par rapport à l'année précédente. L'année prochaine, cette année, en 2025, on aura peut-être 5% ou bien moins que l'année précédente. C'est pour ça qu'il faut regarder le plan stratégique du management ici. Ici, le management vous stipule que on aura tendance, et je n'ai pas de OVH, je n'ai pas l'intention d'en acheter, et comme je dis toujours ici, moi je suis en Amérique du Nord, donc techniquement, les entités nord-européennes, je n'en ai pas. Enfin, j'en ai une seule, et je sais pourquoi je l'ai achetée. Mais, je dis ici, ça n'empêche pas que quand on veut faire de l'analyse quantitative, on doit absolument également connaître où est-ce que l'entreprise se situe en date. Et puis d'ailleurs, c'est ce que je vais préconiser de plus en plus cette année, on fera moins d'analyse quantitative et on parlera plus de fondamental ici, okay? Dépendamment des entreprises qui, moi, m'intéressent, parce que techniquement, c'est mon temps et il vaut mieux l'investir sur des entités qui peuvent m'intéresser, sur lesquelles je pourrais également investir en portefeuille. Okay? Donc, pour revenir à OVH, les chiffres, c'est bien, mais il faut également regarder quelle est la stratégie du management ici à long terme, parce que ça reste une entreprise en croissance, rappelez-vous. Et si c'est une entreprise en croissance, même si c'est du 10% par rapport à l'année précédente ici, peut-être qu'elle n'est pas encore efficiente. Ce qui veut dire que les marges peuvent augmenter. Et ça, c'est pas qu'un élément à aller regarder. Et donc, le management mentionne ici qu'il s'attend à une croissance moyenne de 10% sur les années à venir, avec un EBITDA à 40%. Et quand on parle d'EBITDA au lieu de free cash flow, faites déjà attention, parce qu'EBITDA n'est pas synonyme de free cash flow. Mais c'est déjà mieux que rien. OK?
Dans les EBITDA, il faut également vérifier est-ce que c'est un business à capital intensif parce qu'on peut avoir des EBITDA élevés alors qu'on dépense énormément ici en capital. Or, EBITDA est constitué. Le DA ici, c'est dépréciation amortissement. Or, si la dépréciation amortissement est plus élevée que le EBIT, à savoir ici le bénéfice opérationnel avant impôts et taxes, vous comprenez déjà que si le CAPEX est plus élevé que la dépréciation amortissement mis de côté, de telle sorte que en utilisant ce CAPEX, en faisant EBITDA moins CAPEX, qu'on a un chiffre négatif ou bien moins élevé que le bénéfice net, il faut faire attention. OK? Vous pouvez l'utiliser ici en faisant ceci. Moi, j'utilise Coifin. On pose toujours la question de savoir quels outils tu utilises. S'il vous plaît, regardez toujours la description des vidéos. Je mets toutes les informations dessus. Donc, EBITDA moins CAPEX, enfin, c'est pas EBITDA moins CAPEX, mais ici c'est dette nette. Où est-ce que je vais trouver EBITDA moins CAPEX? Voilà. Ici, on constate ici, quand on prend l'EBITDA, donc le bénéfice avant impôt, intérêt, amortissement, moins la dépense en capital, donc ça nous donne ici un chiffre négatif. Ça veut dire ici que soit l'EBITDA est négatif, enfin, ça m'étonnerait, soit l'EBITDA est négatif, ou le CAPEX est plus élevé que l'EBITDA. Et donc ici, on voit que c'est une entreprise qui ne gagne pas d'argent. Elle ne gagne pas d'argent. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de free cash flow. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en aura pas, mais présentement, il n'y en a pas du tout. OK? Ensuite, on regarde le niveau d'endettement. Parce qu'on va racheter les actions, c'est bien, mais c'est encore mieux de racheter les actions ici quand on n'a presque pas de dette du tout. OK? Ici, c'est une entreprise qui a une dette nette sur EBITDA de 2,6. Quand elle va racheter ses actions, je pense que c'est à peu près 300 millions qu'elle va mettre sur la table. Qu'est-ce qu'on aura après? On aura un chiffre certainement plus élevé que ça. Donc également, c'est un point négatif. Mais l'EBITDA reste à un niveau assez gérable. On reste ici à moins de 5 fois l'EBITDA. La dette nette sur EBITDA est inférieure à 5. Ça reste intéressant. Après l'OPRA, on aura sans doute un chiffre plus élevé que ça. Et donc, il faudra prêter attention. Donc, ici, la question de l'abonné était de savoir, est-ce que je dois apporter mes actions ou bien rester ou bien continuer à détenir mes actions OVH? Malheureusement, je ne serai pas la personne, je ne sais pas la bonne question à poser. Enfin, pour moi, ce n'est pas à moi de répondre à cette question-là. Parce que je ne détiens pas d'OVH. Donc, sensiblement, je n'ai jamais lu les rapports financiers d'OVH, je ne compte pas le faire. J'ai lu très rapidement ici, de manière transversale, histoire ici de me remettre, histoire de comprendre à peu près ce qui se passe au niveau de l'OPRA. C'est tout. Donc, si quelqu'un se pose cette question, il faut d'abord savoir, est-ce que je comprends ce que l'entreprise fait? Quelle est la taille du marché? Qui sont les compétiteurs? Pourquoi est-ce que les entreprises choisissent OVH plutôt que, je sais pas moi, Google Cloud ou bien Azure ou bien AWS? Je le dis comme ça, je ne sais pas s'ils font la même chose de la même façon. OK? Donc, voilà à peu près les questions que je vais me poser. Et concernant OVH, quel est le target concernant les marges bénéficiaires? Est-ce que sur les dernières années, OVH a eu tendance ici à livrer la marchandise par rapport à leur plan stratégique? Moi, je ne sais pas quel était le précédent plan. Parce qu'il y en a certainement un nouveau, parce que j'ai vu ici qu'il y avait un nouveau PDG, etc. Mais est-ce que déjà Procon, est-ce qu'on a changé? Ce serait intéressant à aller regarder. Est-ce que le suivant ici, est-ce que l'entreprise a tendance ici à faire exactement ce qu'ils disent? Enfin, est-ce que le management a tendance ici à faire exactement ce qu'il dit? Je n'en sais rien du tout. Mais c'est un historique à aller regarder. OK? Tout ce que moi je peux voir ici, c'est que OVH, on n'a pas beaucoup d'historique. Ça ne veut pas dire qu'elle existe depuis 2022, elle existe bien avant 2022 ici. Donc on devrait regarder les rapports financiers à l'introduction de OVH ici. Qu'est-ce qu'on avait? Est-ce qu'on a une augmentation des marges, etc. Histoire ici de voir si les marges actuelles sont plutôt au niveau de la moyenne ou bien on a des chiffres de plus en plus élevés. Imaginez, on a une introduction en 2022. Dites-vous ici que en 2021, je pense, si je regarde du OVH et que je me rends compte que avant l'introduction, on avait des marges EBITDA, et je suis encore sur des marges EBITDA, pas des free cash flow, de 10%, et qu'aujourd'hui on a d'une 29%, on a une augmentation. Ça peut sous-entendre ici qu'on est de plus en plus efficient. Enfin, que l'entreprise augmente de plus en plus les marges.
Et au niveau de l'EBITDA ici, c'est toujours intéressant d'aller regarder les dépenses opérationnelles parce que ça peut avoir une influence sur l'EBITDA. Surtout les dépenses opérationnelles en termes de marketing. Est-ce que l'entreprise, la croissance à venir, est-ce qu'elle va nécessiter une augmentation de la main-d'œuvre ou bien de la force de vente? Parce que si la croissance à venir, c'est essentiellement des clients qui choisissent ici être hébergés, qui choisissent ici nos services, sans toutefois que ça demande un nouvel apport en personnel de notre part ici, ça peut être intéressant. De telle sorte que quand le chiffre d'affaires va augmenter, les marges brutes vont augmenter, les bénéfices opérationnels vont augmenter tout simplement parce que la dépense opérationnelle ici sera stable. Donc c'est quelque chose également à avoir en tête. Si la probabilité que ce genre d'élément-là arrive est élevée, on pourrait se dire que le prix actuel n'est pas mauvais. Donc, ça pourrait nous encourager à garder nos actions OVH. Mais je dis déjà dès le début, OVH est une entreprise sur laquelle je ne mettrai pas une grosse partie de mon portefeuille. Pour une entité pareille, pas beaucoup d'historique, rachète des actions avec de la dette, certes vend un service ici qui est d'avenir, on va le dire comme ça, avec un potentiel d'augmentation des marges selon le management. Donc, ça ne veut pas dire que ça va effectivement avoir lieu, parce que dites-vous que le management est toujours optimiste, parce que leur but ici est de vous présenter l'entreprise sous son meilleur jour. OK? Si ces différents éléments-là me permettent d'être optimiste, la raison pour laquelle je mettrai 1%, c'est parce qu'il y a tous ces différents éléments-là. Je ne voudrais pas aller au-delà parce que je sais clairement que ce type d'entreprise, la probabilité que ce type d'entreprise réussisse et réussisse à long terme est très peu élevée. Et au fur et à mesure que OVH montrera ici que voilà, elle est capable de livrer la marchandise, on pourrait changer d'avis. Parce que OVH, en date d'aujourd'hui, le prix actuel, je peux décider de ne pas y investir en date d'aujourd'hui. Ça ne veut pas dire que je ne vais jamais investir. Je veux juste plus d'éléments positifs. C'est juste ça. Donc, au niveau de l'évaluation d'OVH, vu qu'il n'y a pas de free cash flow et il n'y a pas de bénéfice net en général, on peut l'évaluer en regardant les cash flows opérationnels ou bien l'EBITDA, en prenant en considération ici un multiple. Voilà, généralement le multiple dans ce secteur d'activité. Au niveau de l'EBITDA, c'est 10 fois l'EBITDA. Ok, de manière générale, je vous ai toujours envoyé sur le livre Deep Value. Et après, vous pouvez la comparer ici par rapport à tout ce qu'à Azure ou AWS ou ce genre de choses. Ils font la même chose de manière générale. Mais n'oubliez pas que ce n'est pas parce que AWS s'échange à, déjà que vous n'avez pas les statistiques actuelles. Si c'était une entreprise cotée en bourse, imaginez que le panier, les entités de son secteur d'activité s'échangent généralement ici à 15 fois les bénéfices, à 40 fois les bénéfices. Ça ne veut pas dire qu'on doit également appliquer le 40 fois les bénéfices à OVH. C'est pour ça que je n'aime pas la comparaison. J'aime bien prendre une moyenne sur une longue période de temps. Pour OVH, j'ai dans ma tête, comme je le dis toujours, dépendamment du type d'entreprise, je me réserve le droit de payer un multiple qui me permet ici de payer, d'au moins récupérer ma somme de départ avant même de gagner de l'argent. Donc ici, pour cette entreprise, je vous renvoie au livre ici Deep Value. La moyenne ici des entités ici c'est vrai qu'on a étudié à peu près, le livre étudie à peu près les entités nord-américaines, mais voilà. La moyenne ici du secteur, de l'ensemble des secteurs d'activité au sein du S&P 500, c'est généralement de 10 fois les bénéfices, 10 fois l'EBITDA. OK? Et n'oubliez pas que c'est un EBITDA ici qui peut croître. D'accord? Comme on peut le voir ici, les analystes ont tendance à faire de bonnes prévisions au niveau de l'EBITDA. Bon, l'historique également n'est pas grand. On s'attend à 2,86 € d'ici 2027. Attention, dépendamment de quel nombre d'actions. 2,87. Pourquoi est-ce que je le prends? C'est parce que j'irai comparer ça aux revenus. Parce que vous pouvez l'évaluer ici par rapport à l'EBITDA, par rapport à valeur d'entreprise sur EBITDA, valeur d'entreprise sur le revenu, ou bien vous pouvez utiliser valeur d'entreprise sur le cash flow également. OK? Ça dépend de vous. Donc, ici, par rapport au revenu, ça nous remet en 6,97 divisé par 6,97. Et vous voyez ici qu'on s'atteint une croissance moyenne de 10% selon le management avant tout. Donc, ça fera à peu près du 40%, ce que je disais au niveau de l'EBITDA. Et comme je disais, c'est une entreprise qui peut se changer à 10 fois les bénéfices. Ce serait intéressant de prendre un tout petit peu de croissance après. Si on est très pessimiste, on va se dire, on va faire ceci. 10 fois l'EBITDA correspond à combien ici par rapport aux bénéfices nets attendus en 2025? Prenons quand même un an, ça fait 13 $. Enfin, c'est en dollars.
Il faut faire attention parce que si c'est en dollars et que moi, je veux le calculer, le bénéfice, je veux le calculer en euros, je vais juste aller vérifier ça. Ici, c'est en euros. Bon, c'est pas plus grave que ça. Je vais faire ça. EBITDA. Je vais prendre ici EBITDA attendu, médian, next 12 months. On s'attend, donc on est de plus en plus optimiste. Ça fait 435 millions. Donc je prends le 435 millions. Multiplié par 10 fois l'EBITDA. Ça fait 4 milliards 350. Je vous rappelle ici que c'est uniquement par rapport à 2025. Et si c'est le cas, moins la dette nette. On a une dette nette de combien en date d'aujourd'hui? Avant l'émission de nouvelles... Avant ici le rachat d'actions, c'est-à-dire qu'avant je pense que c'est 300 millions supplémentaires que ça va rajouter ici, dépendamment ici du nombre d'actions qui vont avoir tendance à rajouter. Il me semble que c'est 38 millions d'actions. Donc ça donne à peu près 820 millions de dette nette, moins 820. Divisé par le nombre d'actions actuelles avant le rachat d'actions, on a à peu près 209 millions d'actions. Divisé par 2,09, ça donne à peu près aux alentours de 17 euros l'action. Le fait que l'entreprise veuille également racheter des actions peut sous-entendre que le management considère que l'action est sous-évaluée. Et j'ai également vu que c'était une entreprise détenue en majorité par la famille Klaba, sans doute le fondateur. Ils ont quand même un assez gros pourcentage ici. Ça peut être intéressant. Ça peut également vouloir dire que peut-être que l'entreprise, le PDG peut vouloir... Enfin, l'actionnaire majoritaire a peut-être l'intention de sortir l'entreprise ici de la cote. On ne sait jamais. Donc, 9 euros peut être un prix intéressant. De toutes les façons, dépendamment, si vous avez mis 1% de votre portefeuille sur cette compagnie, je vous dirais, mon avis, c'est pourquoi vendre? Sauf si on vend pourquoi? Je vous renvoie sur la vidéo que j'ai faite il y a très longtemps sur quand vendre une action. On vend parce qu'on a peut-être une meilleure idée. On vend peut-être parce qu'on s'est trompé par rapport à nos hypothèses d'investissement. On vend peut-être ici parce que l'entreprise a atteint notre price target ici. Voilà à peu près les éléments qui peuvent nous pousser à vendre. Okay? Quelques éléments, peut-être qu'il y en a d'autres également ici. Ou bien parce qu'on n'a plus confiance au management, bref, ou bien parce que nos hypothèses d'investissement ne dépendent plus d'actualité, mais si ça veut également dire qu'on s'est trompé. Donc, au prix actuel, je dirais, OVH, ça peut être intéressant à aller regarder. OK? Ça pourrait être intéressant à aller regarder. Maintenant, on est encore dans le domaine de la guesstimation. On parle encore d'EBITDA et non de free cash flow. Pourtant, vous savez que c'est le free cash flow qui prime ici. Et quand je regarde à peu près les attentes au niveau des free cash flow pour la compagnie, encore une fois, c'est de la guesstimation. Allons à N+3, donc savoir ici, à partir de 2027, on va le dire comme ça, on s'attend à 95 millions. Et ça, c'est en euros. Ça veut dire, même si vous prenez un multiple, ici, vous allez voir que ce sera bien moins élevé que ce qu'on a obtenu avec l'EBITDA. Ça peut également vouloir dire ici que l'entreprise va avoir tendance à continuer à investir massivement dans son équipement. OK? En tout cas, ceci n'est que mon avis et non un conseil d'investissement. On va se dire ici que c'est vraiment du 50-50. Oui, on rachète des actions parce qu'on peut être sous-évalué selon les métriques concernant l'EBITDA. OK? On est également sur un business qui reste en croissance, 10%, c'est pas rien du tout. Ça peut également être un business qui devient de plus en plus efficient. Donc, pourquoi pas se dire, si on a confiance au management, on peut rester optimiste sur cette entité. Mais je ne mettrai absolument pas plus de 1% de mon capital sur cette compagnie. Même, non, pas plus de 1%, pas plus. Je dis 1% parce que je me dis, bon, je ne m'autoriserai jamais à aller au-delà de 100 entreprises en portefeuille. Encore que vous savez que 20 entreprises, c'est déjà beaucoup à suivre. Donc, vous pouvez déjà comprendre pourquoi est-ce que je mettrais 1% de cette compagnie. Si ça fonctionne, tant mieux. Si je perds cet argent-là, ce n'est pas plus grave que ça non plus. Et quand on dit investir à long terme, c'est au moins sur 5 années minimum. Actuellement, l'entité est cotée en bourse depuis 2022. Ça fait déjà, c'est la 3e année ici. Donc, on peut se dire que OVH, voilà, au prix actuel, je n'apporterai pas mes actions si j'étais actionnaire de cette compagnie. Et encore une fois, je dis, je n'ai pas d'action d'OVH, donc mon raisonnement peut être que biaisé. C'est facile de dire ici que non, je n'apporterai pas, machin, c'est sous-évalué. Je n'ai pas lu les rapports financiers. Et je ne prendrai aucunement cette décision sans lire mes rapports financiers. S'il y a une meilleure opportunité d'investissement sur le marché,
j'irai dessus plutôt que de choisir du OVH. En tout cas, si j'étais également si j'accordais beaucoup d'importance à l'analyse technique pour prendre des décisions d'investissement, je dirais que le prix actuel est intéressant. Enfin, si on trace une ligne de tendance à partir d'ici, on va se rendre compte qu'on a une sortie ici vers le haut. Donc, ça pourrait être intéressant ici. On pourra avoir ici quelque chose de plus intéressant. On pourra avoir ici une entreprise qui pourrait exploser sur les mois à venir. En tout cas, c'est ce que je vois présentement. Et quand on dit exploser, au niveau du prix, donc ce qui nous intéresse, c'est l'explosion au niveau des marges bénéficiaires, au niveau des free cash flow. D'accord? Donc, ce n'est que mon avis et non un conseil d'investissement. Comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. Je rappelle ici que c'était une demande d'un abonné Top Premium. Je n'ai pas l'intention d'acheter du OVH ici. Je ne la connais pas au-delà des chiffres, au-delà d'ici des quelques lignes que j'ai pu lire ici. Et donc, je rappelle que jusqu'à la fin du mois de janvier 2025, pour les 25 premières personnes, dépendamment du service, que ce soit le Top Premium, la watchlist ou bien ici le programme de formation, et vous pouvez également réserver un appel par rapport au programme de formation si vous avez besoin de plus de détails, vous avez 25% de réduction. OK, jusqu'au mois de janvier 2025. En tout cas, nous, on se donne rendez-vous sur les prochaines vidéos. Pour ceux qui connaissent à peu près le dossier, laissez-moi savoir ici en description, en commentaire. Ça pourrait aider ceux qui sont sur le dossier en date d'aujourd'hui. Pourquoi est-ce que vous l'avez choisi? Quelle est la taille du marché? Qui sont les compétiteurs présentement? Qu'est-ce que OVH a de plus que ses compétiteurs en date d'aujourd'hui? Pourquoi est-ce que les clients sélectionnent du OVH plutôt que les compétiteurs? Et quels sont les objectifs du management ici par rapport aux marges de free cash flow? Pour ceux qui ont écouté les conférences call, je vous laisse aider les autres ici en commentaire sous cette vidéo. Et nous, on se donne rendez-vous sur la prochaine. Un like, un abonnement, un commentaire, ça fait toujours plaisir. Et bonne année 2025.